Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver avec une invitée, là vraiment, vraiment une invitée d'exception. Genre, je peux pas dire plus, moi je suis trop, trop, trop contente. Vous la connaissez sûrement. Donc, il s'agit de Mel Frison, de Mel qui est Love Coach aussi sur Instagram, c'est ton nom sur Insta. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de t'inviter donc sur ma chaîne pour pouvoir, discuter avec toi d'un sujet, donc de la rupture amoureuse et donc de comment on peut faire pour avancer, pour, essayer de ne plus souffrir ou en tout cas de ne plus en souffrir et pouvoir justement faire en sorte de trouver une solution, que notre ex revienne ou pas. Donc avant qu'on commence dans le sujet, je vais vraiment te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire ce que tu fais, qu'est-ce que, tu pratiques comme accompagnement, depuis combien de temps, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux. Ok, bah écoute Chloé, déjà je voulais te remercier de m'avoir invitée sur ta chaîne. Je suis ravie qu'on soit ensemble aujourd'hui pour échanger. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc comme tu l'as bien dit, moi je m'appelle Mel, je suis love coach maintenant depuis plusieurs années. Je travaille beaucoup avec des femmes. Et puis je me suis un peu spécialisée dans tout ce qui était dépendance affective, confiance en soi, rupture amoureuse. Voilà, je travaille en accompagnement long terme la plupart du temps, donc sur plusieurs mois avec la même personne, pour qu'on puisse bien tout déblayer et travailler en profondeur. Et j'ai également des programmes en ligne sur la rupture amoureuse notamment. Et pour l'instant, c'est le seul qui est encore actif. Les autres, ils sont Mmh. en cours de mise à jour ou de création. Voilà, et puis je suis également aussi présente sur Instagram et YouTube. Ouais, sur Instagram, tu es bien présente et vraiment, on en parlera à la fin, mais allez dès dorénavant la suivre parce que c'est vraiment du très bon contenu et vraiment allez-y. Et du coup, trop bien, tu nous parleras de tes programmes, sur la rupture amoureuse peut-être à la fin pour, présenter plus clairement, ce que tu fais. Juste dernière question, tu as une approche particulière dans tes coachings? Quelque chose qu'on doit savoir? Est-ce que, il y a une pratique que tu fais, plutôt qu'une autre ou pas? Ouais, donc moi j'ai été formée en coaching, voilà, accompagnement coaching de base, on va dire. Et puis après, j'ai suivi d'autres formations aussi en EFT, neurosciences, neurobiologie. Je suis en train de me former aussi à la théorie polyvagale là. Donc voilà, moi je travaille par Génial. rapport à ça. Trop bien que tu abordes ça sur l'aspect neuro. C'est pas du tout la manière dont moi je me suis formée, mais c'est super intéressant du coup parce que bon, peut-être pas sur cette vidéo-là, mais tu vois, sur d'autres vidéos, tu pourras aider les personnes à mieux comprendre comment ça se passe aussi au niveau cérébral et neurobiologique. Alors Exactement. aujourd'hui, je t'ai invité pour parler de la rupture amoureuse et donc du sujet comment se remettre d'une rupture amoureuse et passer à autre chose dans le cas où j'ai été quittée, je sais pas si mon ex va revenir. Et tu sais, il y a beaucoup de femmes qu'on accompagne qui sont comme ça, où bah, finalement, non seulement je souffre, mais en plus de ça, j'ai envie que l'autre revienne. Et comme j'ai un petit peu d'espoir, bah, j'arrive pas à avancer. Donc, quelles seraient les premières choses que tu voudrais dire dans ce cas-là? J'interviendrai juste après. Ok. Donc là, toi, tu parles vraiment d'une situation où la femme s'est faite quitter, c'est ça, et elle Ouais, a encore plutôt. cet Après, espoir. Ouais. on peut parler d'autres subtilités, mais c'est plutôt ce cas-là, ouais. Ok. Donc, déjà, la première des choses que je voulais dire, c'est d'accepter en fait que ça va être difficile, émotionnellement surtout, accepter en fait que la situation n'est pas facile, accepter qu'on souffre, même accepter peut-être, tu vois, tu parlais des personnes qui vont encore avoir espoir. Il y a toujours un côté où on a espoir et l'autre côté on se dit non, il faudrait que je l'oublie direct, etc. Donc accepter toutes les émotions qu'on peut avoir, toutes les pensées qu'on peut avoir et toutes les envies qu'on peut avoir à l'instant T. De toute manière, on sait qu'une rupture, c'est quand on se fait quitter, surtout, c'est un gros tsunami. Donc voilà, ça part dans tous les sens et c'est normal. Et il n'y a pas à se juger ou à essayer de se restreindre ou de ne pas ressentir ou penser certaines choses. Voilà, moi, c'était déjà la Ouais. toute première chose, c'était ça, J'aime accepter. bien quand tu dis accepter que ça va être difficile avec un grand sourire, genre hey! Eh Mais c'est vrai et tu as beaucoup dit le mot accepter et d'ailleurs c'est drôle oui. parce que c'est ce que j'ai surligné sur mon carnet. Je pense que la meilleure chose qu'on peut dire à quelqu'un qui subit une rupture, c'est vraiment, l'acceptation. Parce que tu vois, j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses aussi, mais que la plus grande partie de la souffrance finalement, elle vient surtout de la non-acceptation de nos émotions. On veut Mm. pas souffrir et c'est normal, Ouais. c'est désagréable. On veut pas être en colère, on veut pas,
avoir toute cette étape à faire parce qu'on a évolué, parce qu'on a travaillé sur nous, parce qu'on n'a pas envie de tout recommencer et du coup, on n'accepte pas. Donc non seulement on a des émotions de transition qui sont normales, qui font partie de Mmh. l'altération et de ce cycle, en fait, qui doit se terminer pour reprendre et en plus de ça, on a la culpabilité d'être pas bien Voilà. et de pas Mmh. accepter d'être pas bien et c'est ça, en fait, qui engendre encore plus de souffrance et de dilemme Mmh. aussi. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a autre chose, que tu avais noté ou que tu voulais dire, pour approfondir? Oui, dans la même optique, en fait, que, voilà, accepter, tu vois, être dans la bienveillance, ne pas se juger et cetera, c'est, y aller petit à petit. Souvent, donc tu vois, soit tu peux être complètement dans le déni durant une rupture et te dire: «Je veux pas ressentir des émotions négatives». Soit tu peux te dire: «OK, les étapes du deuil, c'est ça, les étapes d'une rupture, c'est ça, il faut que j'avance, il faut que je me bouge, il faut pas que je reste chez moi, il faut pas que je me morfonde» et cetera. Et tu vas avoir certaines personnes aussi qui vont, se forcer à faire plein de choses, se forcer à sortir, qui vont, je sais pas, ben, prendre, 1000 coachings, voire 1000 professionnels pour avancer, aller vite et cetera. Et à mon sens, c'est pas la bonne manière de faire également. Je pense que c'est important d'y aller petit à petit, de pas, trop se forcer tous les jours à se dire, «Bon, bah, aujourd'hui, je vais faire ma méditation, mon yoga, mon sport, je vais aller sortir, je vais, voir mes proches» et cetera. Parce que c'est aussi une forme de déni, en fait, ça. Et donc, voilà, accepter que, nos émotions, elles vont aller un petit peu dans tous les sens, que ça va pas être évident et accepter aussi, que selon les personnes et selon les situations, ça peut prendre plus ou moins de temps et que, il s'agit pas en fait en une semaine, d'être de nouveau au top et voilà d'être la meilleure version de soi-même et de continuer à être la meilleure version de soi-même, dans le sens du dev perso comme on entend beaucoup, mais plus y aller petit à petit en fait. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et si ce qui me fait du bien à l'instant T, pardon, c'est rester chez moi seule et parler à personne pendant, je sais pas, plusieurs jours et manger de la glace tous les soirs, ben, fais ça, en fait. Ouais. Ce qui me vient quand tu parles et je l'avais noté aussi, mais c'est vraiment, quand tu dis, bah, soit on se force à faire plein de choses pour, essayer de se donner une sorte de semblant ou alors, tu avais donné un autre exemple, le tout premier quand tu disais, qu'est-ce que tu disais au début? On se force à faire plein de trucs ou alors? Tu avais dit un truc vraiment dans le sens de la compulsion de vite, vite, il faut que je m'oblige à faire des choses ou alors non, je refuse de pas aller bien, je veux pas ressentir mes émotions. Ouais. J'ai l'impression, enfin, je pense que c'est vraiment humain comme comportement, mais que dans ces moments-là, particulièrement dans une rupture, on essaye d'éviter l'effondrement, tu vois? On Mmh. essaye d'éviter le vide et on essaye de céder à cette angoisse, à cette sensation d'être complètement morcelé à l'intérieur parce qu'on se dit qu'à ce moment-là, ça va être le moment où finalement on n'aura plus du tout de fil qui nous retient et quelque part, il peut advenir quelque chose de pire que la rupture, qui serait finalement l'effondrement psychique à l'intérieur de nous. Sauf que Mmh. là où on fait une erreur, rationnellement mais aussi, j'allais dire, inconsciemment, c'est de penser que s'effondrer émotionnellement, c'est s'effondrer psychiquement et en fait, c'est Mmh. pas du tout la même chose. Au contraire, Mmh. plus on ne vit pas nos émotions, plus on va inconsciemment, hein, c'est pas nous qui le faisons, mais les cliver, les refouler ou au contraire, finalement les faire, stagner dans notre corps parce qu'on veut pas les vivre et qu'on ne veut pas les affronter, plus vous avez justement des risques, soit de tomber dans une dépression, c'est-à-dire une altération de vos humeurs, donc une incapacité à vivre et à réguler vos émotions, ou alors vous allez carrément tomber dans un trauma, c'est-à-dire, bah, finalement j'ai des émotions qui se sont accumulées, qui ont pas été digérées psychiquement et je suis plus capable de faire la différence entre le passé, le présent. Je vais répéter tellement de schémas parce qu'en fait je sais même plus où est-ce que je me suis arrêtée, parce que Mmh. quelque part je me suis pas autorisée à m'effondrer et quand on voit justement, bah, tout, l'historique du trauma, du vrai trauma, c'est vraiment ça. C'est-à-dire des personnes qui ont été tellement choquées émotionnellement qu'elles n'ont pas pu vivre ce qui devait être vécu. Et Mmh. moi, je voulais vous dire ça aujourd'hui et vraiment ça peut paraître bizarre, peut-être ça va te faire rire, mais à chaque fois que je parle de la rupture amoureuse ou des émotions désagréables, je parle tout le temps des menstruations, mais tout le temps. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un super exemple de moment où on ne doit pas être performeur, en fait. On doit Ouais. arrêter de se dire, je vais faire les JO. Bah non, en fait, tu vas juste bouffer du Nutella sur ton canapé, demander à ton mec, bah du coup, non, il y en a pas, mais demander à je sais pas qui de faire tout et n'importe quoi, parce que c'est une période normale, on le sait, c'est un cycle naturel
ou bah, il va y avoir des moments où ça va impacter tes hormones, ton humeur, tu vas perdre du sang, tu vas perdre quelque chose à l'intérieur de toi pour que ça se renouvelle. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que, pour moi, le changement, parce que la rupture, c'est un changement, c'est un deuil, même s'il est souvent très violent, c'est comme les saisons, en fait. Pour qu'il y ait justement un renouvellement, pour qu'il y ait un renouveau, il faut accepter de passer par des périodes de doute, par des périodes, pardon, de confusion, et notamment par la période de l'hiver, qui est aussi ce qu'on appelle une période de désengagement. Ça, on peut le voir, donc pour les filles qui suivent mes coachings, vous allez le voir dans la roue de Hudson que je vous transmets souvent, qui représente en fait les saisons et qui représente tous les cycles du changement. Donc, tout ça pour dire que je pense que ce qu'on doit apprendre dans ces moments-là et ce qu'on doit réapprendre aussi, c'est accepter la désagréabilité et accepter les émotions désagréables. Parce que même si ça vous donne l'impression de tomber, vous ne tombez pas vraiment. Vous êtes juste en train d'affronter une autre partie de vous-même et vous êtes juste en train de vous autoriser à reconnaître quelque chose qui est important. Parce que même si l'émotion est désagréable, et je peux vous dire que avoir le cœur brisé, avoir l'impression que j'allais jamais m'en remettre, je pense que tu l'as déjà ressenti, c'est horrible. Franchement, Ouais. c'est pour moi, je pense, c'est le pire truc qui peut nous arriver avec le deuil de quelqu'un, ce qui équivaut pas exactement la même chose, mais dans le ressenti, ça peut s'en rapprocher. Mais pourtant, si on ressent ce vide, si on ressent cet effondrement à un moment donné, c'est que c'est important en fait. Parce que dans votre âme et conscience, il y a un effondrement. Et si vous Mm. ne le reconnaissez pas, si vous ne vous accompagnez pas dedans, que ce soit, moi je me rappelle, je pleurais à ne pas endormir dans mon lit, je sortais à 2 heures du matin pour aller chialer, je sais pas où, j'écrivais des lettres que je jetais dans la mer, j'étais à Nice, enfin c'était n'importe quoi, mais, mais cet effondrement, il a été vécu. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Mm. Et c'est ça qu'il faut comprendre. L'erreur, ce serait de se dire que pleurer, trop pleurer, ce serait un problème. Avoir une période où ça va pas, ce serait un problème. C'est pas un problème en fait, c'est normal. Mm. C'est vraiment normal. Et ça, je pense qu'il faut le remettre bah, à jour, en fait. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et merci de l'avoir bien pointé comme ça. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup partager à mes coachés, c'est tout ce à quoi on résiste persiste. Et ça rejoint, tu vois, ce que tu disais avec les émotions. Si vous vivez pas vos émotions à fond comme elles sont en train de s'exprimer et comme parce qu'une émotion, c'est un message de votre corps. Donc c'est votre corps, votre inconscient, votre conscient qui a besoin de s'exprimer. Et quand vous empêchez ben, justement de pleurer, quand vous empêchez d'être en colère, d'avoir peur ou de stresser, d'angoisser, ben ok, peut-être que visuellement, quand on vous voit, ça n'existe pas, mais dans votre cœur et dans votre âme et dans votre inconscient, c'est là en fait. Et ça va rester un problème tant que ça sort pas. Donc, au plus on accepte son émotion, au mieux c'est pour soi, pour soi-même et pour son inconscient. Et voilà. Est-ce que tu as déjà croisé, je suis sûre que tu en as croisé, moi j'en ai croisé une hier, ce genre de personne, souvent chez les femmes, je le vois, elle a tellement morflé dans sa vie que ça se voit sur son visage. Tu vois, elle a résisté, mais elle a tellement trop résisté qu'elle a un discours du type moi, les hommes, ils m'approchent pas, la vie, c'est difficile, je me suis battue. Et en fait, tu as l'impression qu'elle va te casser la gueule tellement ça se sent qu'elle résiste. Et le problème, typiquement, tu vois, c'est que quand tu vis pas tes émotions, bah certes, comme tu l'as dit visuellement, ça va pas se voir. Ok, tu vas résister, tu vas être forte, mais au bout d'un moment, tu vas tellement te transformer, tu vas tellement ne plus vivre tes émotions que ta personnalité va se transformer. Ta façon de Ouais. réagir à tes humeurs, à ta personnalité, aux autres, va être complètement dénaturée, ce qui va donner une sorte de fantôme, mais même au Mm. niveau inconscient et même au niveau psychanalytique, on parle vraiment de fantôme qui va s'installer, comme tu l'as dit, ça va persister, une sorte de, finalement, de quoi, de nuage noir qui va traîner à côté de toi, une sorte d'ombre finalement, que tu vas jamais affronter et qui, le jour où tu vas t'effondrer, par contre, peut faire sortir une dépression, voire une psychopathologie. Alors, c'est pas dans Ouais. tous les cas, mais généralement, c'est la dépression, l'épuisement, des autres maux physiques parce que ça ne s'est pas exprimé dans le passé. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Et je voulais juste rebondir également quand tu vois, tu disais, enfin, quand on parlait d'accepter ses émotions et que tu disais, bah voilà, parfois on a besoin de pleurer toutes les larmes de son corps longtemps, toute la nuit, de faire peut-être des choses qui, a posteriori, nous paraissent un petit peu bizarres ou idiotes. C'est aussi important parce que souvent, en fait, on va
je pense que quand même la majorité des personnes, tu vois, qui subissent une rupture difficile, elles n'ont pas de mal à pleurer chez elles, cachées, confinées. Et que par contre, devant les autres, ah, je veux pas montrer que je souffre, non, je dois être battante, je veux pas montrer que cette rupture, enfin voilà, que cette autre personne qui est considérée comme la méchante parce que c'est elle qui m'a quittée, je veux pas montrer qu'elle a autant d'impact pour moi, que ça avait autant d'importance pour moi. Et mon point, c'est, il faut pas, enfin, dans ces cas-là, il s'agit vraiment de se libérer du regard des autres et notamment par rapport à ses proches. Parce que vos proches, s'ils vous aiment vraiment pour qui vous êtes et qu'ils ont à cœur votre bonheur, ils vont pas vous gronder ou vous juger parce que vous pleurez pendant X temps. Vos émotions, elles sont là, ça rejoint ça, ça rejoint ce qu'on disait avant, pardon, que une émotion, ça vient de l'inconscient, ça vient du corps, c'est un message, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Après, on peut comprendre le message de l'émotion et réguler son émotion, mais c'est pas quand tu as les larmes qui montent d'un coup, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Et euh, vos proches, en fait, ils sont là pour vous soutenir et pour vous accompagner là-dedans. Et c'est OK, en fait, pendant un certain temps, ben, de demander du soutien à ses proches. Et je pense que c'est important pour, tu vois, pour aider à surmonter sa rupture, d'aller, je sais pas, d'aller appeler ses proches, sa famille, ses meilleurs amis, etc., bah, juste pour pleurer ou juste pour se plaindre ou juste pour dire, ouais, ma vie, elle est horrible, ça n'a plus de sens, etc. Voilà, c'est important, en fait, de les vivre. Et je me rappelle, moi, ma dernière rupture, justement, il y avait une période où je pleurais beaucoup. Et j'avais certains de mes proches qui me disaient, non, mais arrête de pleurer, c'est bon, ça va aller. Et je me rappelle que je leur disais, entre deux larmes, non, c'est important de pleurer, il faut que ça sorte, laisse-moi pleurer, c'est bien parce qu'après, ça ira mieux. Heureusement que tu as eu la présence d'esprit de dire ça quand même, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui se l'autorisent et souvent tu vois, on pense que pleurer, c'est faire preuve de dépendance, mais ça n'a rien à Ouais, voir en fait. voilà. Ouais. Pleurer comme aimer passionnément, ça ne fait pas de vous une femme dépendante affective, ça fait juste quelqu'un d'humain. Et d'ailleurs, Mm. ça, c'est quelque chose que je voulais dire. Tu vois, j'écrivais un jour un sujet sur la rupture amoureuse, et à force de me répéter, tu vois, je vais pas dire la même chose tout le temps. Et je me suis dit, mais attends, il y a un truc que je voudrais faire passer comme message, c'est souvent on dit, bah voilà, je veux pas souffrir. Ouais. Je veux plus souffrir, je veux plus rien ressentir. Et moi, j'ai écrit un texte, franchement, je suis super fière de moi, et je me suis dit, mais t'es vraiment sûre que tu veux plus rien ressentir? Parce que si tu en ressens plus rien, et si tu oublies complètement la personne, tu oublies aussi tous les souvenirs que tu as vécu avec elle, même les plus mauvais, hein. T'oublies, tu vois, j'ai marqué un petit texte un peu romantique, j'ai marqué, t'oublies la sensation de sa peau, t'oublies les petits poils qu'il a, tu sais, dans le bas du dos, t'oublies la sensation que te faisaient ses yeux, t'oublies les lèvres qu'il avait, t'oublies toutes ces choses qui, même si elles t'ont détruite, ont fait partie de ton histoire et de ton identité. Tout ça, tu les mets à la poubelle. Et c'est trop dommage, en fait, de mettre tout ça à la poubelle juste parce qu'on a du mal à affronter ses émotions. Donc, ça, c'est intéressant aussi à voir concernant l'oubli. Est-ce que véritablement vous avez envie de tout oublier? Parce que dans tous les cas, ce ne sera pas possible. Et regardez plutôt comment vous pouvez juste l'intégrer à votre histoire. Intégrer cette histoire à votre histoire. Et voir comment ça peut justement vous impacter, mais peut-être choisir comment vous avez envie de le rentrer dans votre vécu, justement. Et ça, pour moi, ça passe par une période de transformation. Mais pour moi, cette période de transformation, c'est la dernière. C'est vraiment quand j'ai Ouais. vraiment régulé mes émotions et que j'ai pris le temps pour moi. La Mm. dernière période, c'est vraiment celle où, bah, finalement, je vais m'en servir pour faire quelque chose d'autre. Moi, par exemple, quand j'ai créé S'aimer plus, c'était après une rupture. Vraiment, tu vois. Et je voulais juste parler de quelque chose, parce qu'on parle beaucoup d'effondrement, s'autoriser à s'effondrer, etc. Pour moi, il y a une chose sur laquelle vous pouvez vous tenir et qui sera votre pilier durant cette période-là, c'est ce que j'ai appelé le bouclier de l'amour de soi. Alors, le bouclier de l'amour de soi, il m'est venu comment? Pareil, rupture, 24 décembre, horrible, jour, je me souviendrai toute ma vie. Et le Ouais. lendemain, je prends l'avion, mais tu sais, comme dans les films américains, genre la nana, elle prend l'avion, elle rentre chez elle et tout. Et je faisais un audio à ma meilleure amie. Et là, je me suis dit un truc, mais je me suis dit, Chloé, en fait, c'est simple. C'est soit vraiment, ta vie va être vraiment de la grosse merde, parce que vraiment là, c'est pas possible, tu vois. Ou alors, tu te tiens, vraiment, tu t'accompagnes, tu te laisses pas tomber. Mais du coup, certes, tu vas pleurer, mais vraiment, tu t'occupes vraiment de toi. Et ce que je voulais juste vous transmettre dans ces moments-là, c'est que
bon, aujourd'hui, vous savez pas si votre ex, il va revenir. Vous savez pas si vous allez rencontrer quelqu'un parce qu'à ce moment-là, tu as beau avoir 20, 30, 35 ans, tu as l'impression que tu vas rester vieille fille toute ta vie. Bah oui, parce que c'est l'homme de ta vie, forcément. Bah oui. Mais, mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous dire que vous allez rencontrer personne, OK. Mais dans ce cas-là, si vous rencontrez personne, dites-vous au moins que vous allez vous occuper de vous et qu'au Voilà. pire, dans votre célibat, vous allez vraiment créer quelque chose d'important puisque de toute façon, les relations, ça marche plus. Donc, vu que c'est de la merde et que ça sert à rien, occupez-vous de vous et vraiment profitez-en pour construire un socle. Mais pas un socle de défense immunitaire et d'agression de l'extérieur, juste un socle qui dit: «Là, on n'approche pas ma zone. Pour le moment, je m'occupe de moi. Les personnes qui m'autorisent pas à pleurer et bah, c'est leur problème. J'en ai pas envie pour le moment». Voilà et en fait, juste comment je peux moi me créer un cercle où tout ce qui a trait à moi, je vais vraiment pouvoir, quelque part le réintégrer, voir est-ce que c'est bon, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Et seulement à ce moment-là, vous pourrez voir qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la suite, finalement. Ouais, Parce que exactement. dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que là, dans notre sujet, il est question de est-ce que l'ex revient? Et c'est vrai que dans ces moments-là, la question de l'ex est très importante. Moi, je me rappelais, dans ces moments-là, je m'étais notée dans mon agenda de vérifier au fil des années si mon ex revenait malade. Mais en fait, l'idée, c'est que il y a l'ex, mais il y a un enjeu derrière l'ex. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, la Voilà. rupture, elle est violente parce que sans que vous n'ayez rien demandé, elle vous ouvre comme ça au vide. Et en fait, elle vous ouvre à vous-même Ouais. en vous disant, bah, en gros, vas-y, affronte ce que tu n'as pas voulu affronter parce que l'autre n'est plus là. Et le problème, c'est que si vous ne le faites pas, bah pareil, vous allez toujours répéter les mêmes expériences. Ouais, c'est Quelque chose à je sais pas rajouter? s'il fallait que je non, mais oui, c'est ça, c'est, hem, en fait, une rupture, mais ça, pareil, quand on vient, de la subir, on a du mal à se le dire et c'est OK, encore une fois. Mais une rupture, au final, c'est, une très belle opportunité de grandir, de comprendre ce qui a pas fonctionné, ce qui a fonctionné, quelle personne nous on veut être, avec nous-mêmes, quelle personne on veut être en couple et aussi, bah, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas en couple. Donc, j'ai beaucoup aimé là l'image que tu as donnée de on ouvre les portes et tu sais, tu as l'autre qui te quitte, qui te pousse comme ça dans le vide Mmh. et c'est, ben, la rupture, tu es en train de tomber dans le vide, tu as pas de parachute, tu as pas de filet de sécurité et en fait, c'est tout ce moment-là où justement tu vas créer ton parachute et tu vas créer ton filet de sécurité. Et par rapport à la sécurité, quand tu disais, tu vois, tu faisais ça avec tes mains, Mmh. tu disais, voilà, si on se dit, ouais, l'amour, c'est plus pour moi, nan, ok, Mmh. moi, avoir l'amour de soi et être là pour soi. Je trouve que dans le processus d'une rupture, la notion d'enfant intérieur, elle est très importante. Parce que on a tous plusieurs personnalités, on a tous plusieurs états. Il y a des moments où on est plus enfant, d'autres parents, d'autres adultes. Ça, c'est analyse transactionnelle aussi que j'utilise Mmh. dans mes coachings. Je pense que tu connais. Ouais. Euh, et c'est important de reconnecter ouais, avec son enfant intérieur, ou en tout cas, ou pas forcément l'enfant intérieur, parce qu'il y a des personnes qui sont pas, tu vois, qui n'arrivent pas avec cette notion. Mais voilà, ça peut être avec son ange gardien, avec une personne décédée de sa famille, et en tout cas de se créer un soutien qui regarde que nous. Je me rappelle que moi, ma dernière rupture, quand j'étais tu sais, en position fœtus dans le lit en Mmh. Ah, train de pleurer, c'est horrible ce truc-là, mais tu as l'impression que tu vas crever, quoi, que ouais, personne va te et trouver après. ça. Et donc moi, j'avais deux choses que je faisais qui peuvent paraître un peu débiles, tu vois, mais qui m'ont beaucoup aidé en tout cas. D'une part, je parlais effectivement à ma petite fille intérieure et je lui dis, OK, ben vas-y, Génial. là, tu ressembles à rien dans ton lit en train de pleurer. Tu sais quoi, pleure, ça va aller. Tu sais très bien que c'est pas un état qui va durer longtemps. Tu sais très bien que tu as les capacités pour t'en sortir. Ça, c'est la première chose que je faisais. Tu te parles à toi-même ou tu parles à ton ego, à ton mental, à ton enfant intérieur. Et l'autre chose que je faisais, c'était que je m'imaginais, je sais pas si c'était. Parfois, j'imaginais que c'était mon guide tu sais, de l'univers. Parfois, je Ouais, ouais. m'imaginais même. Attends, Ah, je m'imaginais j'ai même hâte. que c'était genre mon futur homme de ma vie. Ah! Putain, bien! Qui, je sais pas, et moi, dans ma tête, il avait une forme bleue et je m'imaginais en fait qu'il y avait En cette fait, Mel, l'homme de sa forme. vie, c'est un avatar. Elle voulait moi, elle me l'a dit en Exactement, off. mais c'est ça.
Et je m'imaginais en fait qu'en tout cas, voilà, il y avait quelqu'un, parfois j'imaginais aussi que c'était, tu vois, mes grands-parents qui étaient décédés, une forme bleue humaine en tout cas, qui venait à côté de moi et tu vois, qui me caressait la tête ou qui me cajolait en fait. Et ça me faisait beaucoup de bien. Donc je vous invite à essayer Carrément. ces petites techniques si Mais en fait, jamais. c'est des clames à l'infini. Voilà, Mel, elle parle d'enfant intérieur, d'ange gardien, de guide. En PNL, on peut parler de parties, de différentes parties de vous, en fait. C'est pareil, Ouais. pour développer l'autocompassion, vous pouvez imaginer que vous parlez à un enfant que vous rassurez. Mm. C'est la Mm. partie de vous enfant. Ça peut être aussi votre meilleur ami. Il y a Ouais. vraiment plein de choses qui sont possibles. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me faire des audios ou me filmer pour moi, par contre, tu vois. Je Mm. me rappelle, je crois que je me rappelle maintenant une scène. Je m'étais filmée dans mon petit appart et tout, et j'avais dit un truc du style, bon là, on est tel jour, voilà, t'es dans la merde, tu vois, genre, mais t'inquiète pas Chloé, je crois en toi, tu sais, genre la fille du Ouais. passé qui te dit, qui te motive, tu vois. Mais au final, Mm. c'est super intéressant, c'est vraiment des choses que vous pouvez décliner à l'infini. Et moi, je voulais vous parler par contre de 2 outils qui peuvent être utiles pardon, si vous pensez à être accompagné dans cette période-là, parce que ça peut être aussi une bonne façon de renforcer ses ressources et de se Ouais. sentir soutenu pour avancer. Moi, il y a 2 choses que j'aime beaucoup faire dans le cadre des ruptures amoureuses, c'est le carré magique et la ligne du temps. Alors ça, c'est pépite. La ligne du temps, c'est un outil PNL qui vous permet en fait de finalement intégrer cette expérience de rupture dans votre récit de vie à vous. Parce qu'on l'a vu, il y a une rupture, certes, ça vous paraît être la chose la plus importante de votre vie actuelle, Mm. mais en fait, comme tu l'as si bien dit, pour votre enfant intérieur, c'est pas juste Julien qui est parti, en fait. C'est toute l'expérience de vie qui se Ouais. répète, et même au niveau transgénérationnel et inconscient. Et c'est important finalement de pouvoir la voir comme ce que c'est-à-dire une expérience qu'il va falloir laisser, même si vous avez besoin d'y repenser au fil de ce processus-là, et la remettre justement dans votre ligne du temps en revenant sur certaines expériences de votre vie qui ont été difficiles et en les réintégrant avec des meilleures ressources pour ensuite aller explorer le futur, vraiment sur une ligne du temps que vous allez faire avec le coach qui va vous accompagner. Ça, c'est très, très, très utile. Alors, ça paraît un petit peu abstrait dit comme ça. Moi aussi, j'ai trouvé ça très abstrait, mais je peux vous dire que quand vous l'expérimentez, ça n'a vraiment rien à voir et c'est vraiment une expérience unique. Donc ça, c'est super important. Et le carré magique, ça aussi, c'est super. D'ailleurs, très drôle, petit fun fact, dans mon carré magique, la dernière fois que je l'avais fait, j'avais imaginé Brenda Boucris qui me conseillait pour un truc, donc c'est quand même très drôle. Donc Mm. dans le carré magique, l'idée, c'est vraiment de venir trouver des modèles, donc des personnes, soutiens, des personnes qui sont importantes pour vous et qui vont venir, en fait, vous conseiller, vous, consoler, vous rebooster et c'est vraiment ce principe de différentes parties en soi pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir se rassurer quand on a du mal à le faire seul parce qu'on est dans sa souffrance. En fait, c'est juste un outil qui vous permet de sortir quelque part de cet état de souffrance pour venir chercher d'autres ressources à l'intérieur de vous. Mm. Mel, ce que je te propose, c'est que tu puisses nous parler peut-être de tes programmes ou alors des coachings que tu peux faire sur les ruptures amoureuses pour les personnes qui seraient intéressées à l'idée d'en savoir plus. Ouais, avec plaisir. Donc, comme je le disais au début, vous pouvez être accompagné par moi-même, soit via mon programme en ligne. Donc, ça, c'est un programme qui est entièrement en autonomie, où vous avez accès en fait à un espace intranet, voilà, avec des vidéos d'explication, de la théorie, de la pratique, beaucoup d'exercices à faire également pour vous permettre de digérer cette rupture et d'en faire un tremplin. Ça rejoint ce que tu disais avant, d'en faire un tremplin et de voir qu'est-ce que ça nous apporte et en quoi ça apporte du plus ou ça nous permet d'évoluer en tout cas dans notre vie. Donc voilà, j'ai ce programme en ligne et sinon, il y a pour les ruptures amoureuses, c'est mieux de se faire accompagner sur plusieurs séances en tout cas que ce soit avec un coach, avec moi-même, avec toi, Chloé, ou avec un autre professionnel. Mais en tout cas, ouais, un accompagnement sur le long terme, entre guillemets, voilà, plusieurs semaines, plusieurs mois, où là, pareil, on peut déjà gérer la phase de rupture, voir aussi en quoi, enfin, qu'est-ce qui fait, quelle notion, en tout cas, est un petit peu défaillante, entre guillemets, même si j'aime pas utiliser ce mot, mais sur quoi on peut travailler, en tout Limitante. cas, Mm. voilà, ouais. Sur quoi on peut travailler en soi, qu'est-ce qui a fait peut-être défaut dans la relation ou dans les limites qu'on a posées, pas posées, notre confiance en soi, la valeur qu'on s'apporte, etc.
et en profiter en fait pour retravailler tout ce socle dont tu parlais avant, toute la base. Oh, pardon, j'ai Siri qui s'est allumée, pardon. Ah, OK, Euh, cool. tout ce socle et toute cette base en fait voilà, qu'on peut consolider et comment dire? Enfin, c'est en ça que la rupture sera de toute manière positive pour vous parce que ça vous permettra d'aller voir voilà, vos failles, vos blessures, ce sur quoi vous pouvez encore vous améliorer ou développer pour que, alors ça je précise aussi, le fait de travailler sur soi et de construire ce socle, c'est pas ce qui fera que voilà, la prochaine relation, ce sera la meilleure relation de votre vie, ça va durer toute la vie, ça va être génial. Travailler sur soi et sur ce socle de confiance en soi, estime de soi, amour, ses valeurs, blablabla. C'est pas ce qui fera que vous ne souffrirez plus jamais, mais c'est ce qui fait que quand ça arrivera, vous aurez de meilleurs outils, une meilleure base, vous saurez voilà, quel est votre processus, par quoi vous devez passer, qu'est-ce qui vous fait du bien à vous pour continuer à avancer. Merci beaucoup pour, toutes ces informations. Ce que je ferai, c'est que je vais mettre, tes liens vraiment, d'accompagnement, de présentation de tes accompagnements et de la formation directement dans la description pour que vous puissiez aller le visiter, sur son site, et j'imagine un lien de contact si, vous avez des questions également. Pour les personnes qui veulent me contacter pour suivre un coaching ou pour suivre une de mes formations, moi je vous mettrai comme d'habitude un lien en description où vous pouvez prendre contact avec moi dans un petit entretien téléphonique pour on puisse parler de votre situation. Et moi, en termes de formation, ce que je peux plus vous proposer, c'est quelque chose qui sera, comment dire, plus sur l'enjeu de la rupture amoureuse, surtout pour les personnes qui savent que derrière, il y a vraiment cette question de dépendance affective. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut être le cas, surtout quand ça se répète. Et je trouve que c'est assez complémentaire finalement, parce que ça permet de pas juste se dire, là, je réponds aux problèmes émotionnels, mais finalement, ça m'ouvre une porte sur quelque chose que je sais, en fait. Parce que ça peut vraiment être le cas. Et c'est intéressant aussi d'aller voir ce point de vue-là. Mais de toute façon, vous avez les informations de la formation. Oui, c'est ça, les informations de la formation en description dans tous les cas. Mel, est-ce que tu aurais un dernier mot, une sorte de phrase de fin à nous donner pour clôturer cette vidéo? Bah écoute, je vais repartir sur ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Tu vois que c'était d'accepter ses émotions et j'avais envie de placer, tu sais, là, il y a quelques instants, tu avais dit oui, quand on subit une rupture amoureuse, dans le cadre de la PNL, c'est pas que Julien qui est parti, c'est aussi toute notre histoire de vie, etc. C'est que c'est ça, parce que souvent on va se dire oui, comment ça se fait? Il y a des personnes, en tout cas, moi j'ai déjà remarqué, qui comprenaient pas pourquoi est-ce qu'elles étaient tellement anéanties, tellement dans le doute. Euh, Parce qu'une rupture amoureuse, en fait, c'est pas uniquement perdre l'autre, c'est aussi, ben, selon les cas, perdre une maison, un logement en commun, peut-être une vie de Oui, famille en ça, on commun, n'en des parle amis. pas. On n'en parle Ouais, même pas de ça. Oui. voilà. Et il y a aussi, donc c'est perdre tout ça, tout ce qu'il y avait en commun, le quotidien, la La belle sécurité aussi, famille. parce que, ouais, voilà. Et aussi, ben là, notre partie de nous, qui nous, on était dans cette relation. Il y a cette Exactement. partie-là, toute cette identité, cette part de nous qui part aussi. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'une rupture amoureuse, c'est pas que, ah ben, on perd une personne, il y a plein de choses derrière C'est ça. qui entrent en jeu. Ouais. Vous ne perdrez pas de temps à découvrir les apprentissages de cette expérience. Et moi, ce que je voulais terminer, bon, j'adore les présupposés de la PNL. Peut-être tu l'as déjà entendu, peut-être pas. Et moi, ce que je voulais vous partager, c'est la confusion et la porte d'entrée à la réorganisation des perceptions. Donc ça, voilà, c'est pas forcément évident, mais la confusion est la porte d'entrée à la réorganisation des perceptions. Je vous laisse méditer là-dessus et me dire en commentaire ce que vous en avez compris, mais je pense que c'est assez clair. Bah Ouais, écoute Mel, ça a j'adore. été un honneur encore une fois, un plaisir de faire cette vidéo avec toi qui a été d'une grande qualité. Donc je te remercie énormément pour ton temps. Les filles, allez la suivre maintenant sur YouTube, sur Instagram, allez regarder ses programmes. Vous allez découvrir plein de choses et je n'en doute pas, en plus avec la théorie polyvagale que je ne connais pas, mais trop hâte de découvrir ce que c'est. Donc encore une fois, merci et puis à très bientôt. Bah écoute, merci à toi Chloé de m'avoir reçu sur ta chaîne du coup et dans cet échange. J'ai beaucoup apprécié aussi. Et puis ben, au plaisir de te revoir et de repartager du Hmm, contenu comme ça prochainement. avec plaisir. Au revoir, à très bientôt. À bientôt, bye.